La classification. Il faut parler de classification parce que c'est important, la classification. C'est une longue histoire et elle est sûrement un peu controversiale, et, comme on dit, et à controverse. Alors, est-ce que là, on a vraiment besoin d'une classification? Bon, on peut dire oui, il faut une classification. Pourquoi? Parce qu'il faut donner des guides pour les médecins. Il faut donner des guides aux jeunes chirurgiens qui vont faire face à des problèmes de rotule. Il faut permettre de classer nos patients pour pouvoir leur proposer un traitement. Donc une classification, c'est important parce que ça permet de mettre dans des cases. Et pour faire une classification, il faut une quantification objective et il faut des seuils statistiques et des mesures. Il faut faire des mesures. Alors, on sait que la dysplasie de Trochlée, c'est le plus important, c'est le facteur majeur de l'instabilité patellaire, et on le dit à Lyon, mais on le dit dans le monde entier, et ces articles en sont véritablement la preuve. Mais cette histoire, elle commence il y a très très longtemps. En 1802, c'est Richerand, c'est un chirurgien parisien qui a parlé de la dysplasie de la Trochlée. Ensuite, en 64, c'est la première étude prospective radiologique faite par Bradstorm qui a regardé les vues axiales des Trochlées et qui a fait la première classification en disant que ça pouvait être creusé, pas creusé, un peu bombé. Et c'est en 64. Puis, 87, première journée lyonnaise de chirurgie du genou sur la rotule, où Henri Dejour et Gilles Valls ont mis au point la première classification vraie de la dysplasie de la Trochlée en 3 stades. Puis plus tard, en 98, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très fiable pour classer cette Trochlée, donc on a retravaillé avec Bertrand Lecoultre sur les radios et les imageries en coupe. On a donc mixé ces deux imageries et là on est arrivé à une classification en 4 stades que pratiquement tout le monde connaît, avec le signe du croisement, l'éperonsus trochléen, c'est la proéminence de la Trochlée, et puis le double contour qui dit que la face médiale de la Trochlée est dysplasique. Mais il y a d'autres considérations quand on parle de la Trochlée, et il y a l'inclinaison latérale de la Trochlée, de la facette latérale. Et c'est un des facteurs que dans la littérature on dit c'est un des plus fiables. Donc ça c'est intéressant. Bieder a mesuré la hauteur des versants médial et latéral, mais c'est difficile, c'est compliqué. Ensuite, on a l'imagerie 3D et ça a commencé en 2011 avec Andrew Amis, et récemment on a un article qui va parler de l'imagerie 3D sur la Trochlée. Et oui, ça peut être intéressant. Et cette classification, la classification, elle est à controverse, et il y a des gens qui disent bah oui, mais non, c'est trop compliqué, 4 stades, on s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas à tel point que même dans le JBJS, revue magnifique, a publié en 2020 une nouvelle classification, c'est des Anglais, 28 patients sur 28 patients, ça fait quand même un peu petit quand même, je vais dire, et ils ont fini par dire bah c'était comme la classification de Bradstorm 56 ans après. Donc moi je suis très critique sur l'analyse de ce type de Trochlée, parce qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est la proéminence. Et la proéminence, c'est le truc le plus important. Et qu'est-ce qu'une dysplasie de Trochlée? C'est ça, une dysplasie de Trochlée. C'est pas une petite une anomalie de la Trochlée, c'est ça. Et ça, vous pouvez pas le rater. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord regarder si vos radios, elles sont bonnes, si elles sont bien faites, si les deux condyles sont bien alignés, pour ne pas rater cette proéminence de la Trochlée. Ensuite, il faut regarder les vues axiales, si elles sont bien faites à 30 degrés. Donc, 1/3 pour le versant médial, 2/3 pour le versant latéral. On sait que c'est une bonne vue axiale à 30 degrés. Et là, vous pouvez faire une analyse de la Trochlée. Et là, vous pouvez commencer à discuter. Vous pouvez dire, oui, il y a un crossing sign, ou il n'y en a pas. Vous pouvez dire, il y a un éperonsus trochléen, c'est cette espèce de tremplin de ski pour la rotule. Vous pouvez dire, il y a un double contour. Et là, c'est comme ça que vous êtes capable, en fait, en mixant radio et imagerie en couple, de dire, bah ouais, on va pouvoir mettre la dysplasie de la Trochlée dans des catégories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous utilisez des imageries en couple, il faut un logiciel qui vous permette de mesurer la THGT, de superposer des coupes. Il faut savoir trouver les seuils statistiques.
Et tout le monde ne peut pas le faire, et dans tous les softwares, c'est pas toujours possible. Et ça, c'est une grosse limitation. Donc, la radio, c'est fondamental, parce que la radio va vous montrer la proéminence, et vous ne pourrez jamais la rater. L'imagerie en coupe va vous montrer la forme de la trochlée. Et donc, c'est la combinaison des deux qui va vous permettre de dire, oui, il y a un bump, c'est une trochlée de haut grade, et ça va me poser problème dans le traitement. Et donc là, vous avez la classification que je vous laisse rechercher. Donc, pour gagner l'analyse de la trochlée, pour gagner ces Jeux Olympiques, regardez les radios, regardez les imageries en coupe, parce que si vous ratez la dysplasie de la trochlée, vous pourrez peut-être le regretter. Merci.